Voilà. Bien, c'est un nouveau système là. C'est Bon, bon. donc on est très content d'accueillir. Alors, il devait venir en présentiel, mais avec les giboulées, etc., c'était un peu compliqué. Mais Vincent Audard, extrêmement brillant, néphrologue que on connaît tous depuis des années, qui a beaucoup de sujets, et en particulier, évidemment, le syndrome néphrotique idiopathique. C'est pour ça que je lui ai demandé de venir nous parler. Il nous parle assez régulièrement, d'ailleurs, il faut bien dire. C'est le coordonnateur aussi du DES de la région. Et juste une remarque introductive, parce qu'on on se connaît bien, ne parle pas trop vite cette fois-ci, parce que c'est quand même la grande. T'aurais pu attendre de lancer l'enregistrement pour me faire cette remarque, hein. Allez, C'est pas. on t'embrasse et on t'écoute. Bon, bah écoute, merci beaucoup Eric pour l'introduction. Bonjour à toutes et tous. Donc, Vincent Audard. Donc, initialement, Eric m'avait proposé de faire un topo plutôt centré sur le traitement et notamment l'actualité sur la prise en charge thérapeutique via les thérapies déplétantes, les lymphocytes B. Et puis, je me suis permis un petit peu d'élargir parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'actualités autour du syndrome néphrotique idiopathique. Et c'est vrai qu'on est complètement en train de changer d'air, de switcher dans la compréhension des mécanismes physiopathologiques. Et je vais essayer de vous montrer que ça a des conséquences effectivement thérapeutiques. Donc, initialement, le syndrome néphrotique idiopathique, cette glomérulopathie qui est très énigmatique puisqu'elle est considérée comme une maladie bipolaire avec un versant immunologique. Et pour autant, contrairement à pas mal de maladies immunologiques, rénales immunologiquement médiées, la particularité de ce syndrome néphrotique, c'est finalement, il y a quasiment pas ou il n'y a pas du tout de lésions inflammatoires intraglomérulaires lorsqu'on fait une biopsie rénale chez les patients. Et puis, classiquement, l'étude en immunofluorescence est négative. Il n'y a pas de dépôt d'immun complexe, en tout cas. Et donc, c'est vrai que pour une maladie rénale qui est médiée via une atteinte du système immunitaire, ça a toujours été une maladie assez énigmatique. Ça, c'est la vue un petit peu sur cette diapositive, c'est la vue globale qu'on avait il y a encore quelques années, à savoir que cette maladie était surtout essentiellement médiée par les lymphocytes T. C'était l'hypothèse émise en 1974 par Robert Chaloub dans un papier du Lancet avec des arguments cliniques qui tenaient la route pour suggérer fortement une application des lymphocytes T. Et puis petit à petit, on a quand même un peu switché et le centre d'intérêt maintenant, dorénavant, c'est plus trop le lymphocyte T depuis une dizaine d'années, mais vraiment le lymphocyte B. Alors même s'il y avait des arguments, là encore, cliniques et puis essentiellement des associations cliniques entre des hémopathies, entre des observations cliniques sur la baisse inégale des sous-classes d'immunoglobuline au cours du syndrome néphrotique idiopathique par rapport à d'autres glomérulopathies. Le net regain d'intérêt sur cette population lymphocytaire vient surtout de l'avènement et de l'utilisation efficace des thérapies ciblant les lymphocytes B, les anti-CD20, dans certaines formes de syndrome néphrotique idiopathique. Donc ça, c'est le premier versant. Et puis, il y a un deuxième versant qui est quand même très intéressant, qui est un versant purement rénal. C'est une atteinte podocytaire. Et le lien moléculaire entre l'atteinte du système immunitaire et l'atteinte de la cellule podocytaire au niveau de la barrière de filtration glomérulaire, pendant longtemps, était l'existence d'un facteur dit un facteur circulant dit de perméabilité glomérulaire, dont pendant de nombreuses années, à la fois les propriétés physico-chimiques, l'origine exacte, le mécanisme d'action demeuraient hypothétiques. Donc ça, c'est la vue un petit peu qu'on avait. Et puis, depuis quelques années, effectivement, on ressent tout sur le lymphocyte B. Encore une fois, surtout lié au fait que les thérapies ciblant les lymphocytes B, notamment les anti-CD20 tels que le rituximab, semblent efficaces. Alors, on n'a pas mis complètement de côté la cellule T, puisqu'on sait que, effectivement, pour les immunologistes, la coopération entre une cellule B et une cellule T est quand même primordiale. Mais c'est vrai qu'il y a des grands changements, notamment avec la découverte d'une éventuelle origine auto-immune avec la présence d'auto-anticorps dirigés contre les cellules rénales et notamment les cellules podocytaires. Alors, ce rôle des lymphocytes B, d'abord, il a été étudié un petit peu de manière un petit peu
pas facile, mais bon, la base, c'était à partir du moment où on a suspecté un rôle de lymphocyte B, bah, les premières études, elles sont intéressées un petit peu à mieux évaluer les sous-populations lymphocytaires, donc faire un phénotype complet chez les patients. Alors la première grande étude, elle a déjà 10 ans. C'est une étude, à mon avis, qui est très intéressante. C'est nos collègues pédiatres italiennes, Colucci et Vivarelli, ont publié cet article en 2016, mais avec un biais assez important puisqu'on s'intéresse à une population de patients qui va recevoir donc des enfants qui vont recevoir du rituximab, mais dans un contexte de syndrome néphrotique multirécidivant chez des patients corticodépendants, rechuteurs fréquents qui ont déjà eu beaucoup de lignes thérapeutiques, à savoir d'autres agents immunosuppresseurs tels que le MMF, les anticalcinorines, etc., etc. Donc, un des intérêts de cette étude, encore une fois, chez des patients multitraités avec des molécules qui interfèrent par définition avec le système immunitaire, certes sur le lymphocyte T, mais qui ont aussi, on le sait très bien, un rôle sur le lymphocyte B, c'était déjà à l'état basal de comparer un petit peu les populations lymphocytaires chez les patients avec un syndrome néphrotique, cas pédiatrique, avec des sujets contrôle. Et vous voyez qu'à l'état basal, chez ces patients multitraités, il y avait un petit peu moins de lymphocyte B mature et transitionnel. Le résultat le plus intéressant de ce travail et qu'on n'utilise pas ou qui n'a pas été reproduit en tout cas chez l'adulte, et c'est vrai que ça serait intéressant de regarder un petit peu ce qu'il en est chez les adultes, c'est que les auteurs avaient montré que la reconstitution immunitaire, en tout cas en termes de lymphocytes CD19, n'était pas du tout prédictif du risque de rechute, mais par contre, il y avait une sous-population qui était intéressante, c'était les switch memory B-cells, dont la reconstitution immunitaire AM9 prédisait le risque de rechute AM24 chez les enfants. Donc ça, voilà, c'est la première grande étude avec quand même un biais. On a des patients, mais qui reçoivent des molécules qui interfèrent avec le système immunitaire. Donc pour comparer à l'état basal, c'est un petit peu délicat. Alors par la suite, bien entendu, les auteurs de ce travail et puis d'autres ont bien eu conscience de ce biais méthodologique et se sont intéressés à des populations, pareil, un phéno B complet, mais chez des patients qui rentraient dans la maladie. La deux études pédiatriques, à la fois une étude italienne, donc chez des patients européens, et une étude asiatique. Et ce qu'on voit, c'est que à l'état basal, chez des patients naïfs de tout traitement qui rentrent dans la maladie, on ne retrouve pas tout à fait les mêmes résultats, puisque là, chez les Européens, on a une augmentation des CD19, des lymphocytes B transitionnels, à nouveau des switch memory B-cells et des B-mémoires, alors que dans une population asiatique, probablement avec un background, un fond génétique un petit peu différent, on a une augmentation des plasmablastes et des cellules B matures naïves. Donc ça, c'est des études pédiatriques. Chez l'adulte, il n'y a qu'une seule étude à ma connaissance, et c'est une étude qu'on a fait ici avec Julie Onizuc. On a repris une population de syndrome néphrotique à lésion glomérulaire minime en poussée. On a pris les patients en rémission et on a comparé aussi à des patients, à des sujets au contrôle et aussi à des patients atteints d'une autre glomérulopathie dont les mécanismes physiopathologiques à l'époque, en 2021, semblaient assez différents, même si en 2026, la donne a un peu changé. Et en tout cas, ce qu'on avait montré dans ce travail, c'est comparativement à la phase de rémission ou chez les patients avec une GEM ou les contrôles sains, il y avait une augmentation d'une seule population cellulaire qui était les plasmablastes. On avait observé avec Julie une corrélation entre la sévérité du syndrome néphrotique en termes d'importance de protéinurie et d'hypoalbuminémie avec le pourcentage des plasmablastes. Et puis on s'était intéressé à quelques cytokines qui jouent un rôle important dans l'ontogénie, dans la prolifération, la maturation des lymphocytes B. On avait montré qu'il y avait aussi une corrélation entre les taux de BAF et d'IL-21 et le pourcentage de plasmablastes chez les patients et en poussée et versus rémission versus GEM. Vincent, je peux te poser une question? Yes, Si, si tu prends un syndrome néphrotique qui est sur une amylose, par exemple, une ouais, amylose AA, ouais. est-ce, est-ce que tu sais si, Ouais, non, en fait, ouais, ouais, c'est une bonne question. Et c'est vrai que moi, je pense que c'est toujours important. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'études où on prend juste les patients en poussée en rémission. On prend pas forcément le même patient en poussée en rémission. Nous, ce qui nous semblait à l'époque, depuis que je travaille sur le syndrome néphrotique, la GEM, ça nous semblait être un bon contrôle parce que c'était à la fois une maladie immunologiquement médiée, mais dont la base physiopathologique était différente, à savoir que la GEM était vraiment depuis 10-15 ans une maladie auto-immune et non pas et le syndrome néphrotique idiopathique jusqu'à 2021, c'était pas une maladie auto-immune. Et c'est vrai qu'en tout cas, dans le syndrome néphrotique, il y a de telles perturbations métaboliques, immunologiques, que c'est hyper important, et je pense que c'est vrai aussi pour le sujet sur lequel tu travailles, d'avoir effectivement des populations qui ont un syndrome néphrotique, parce que on peut pas complètement exclure la possibilité
que ce qu'on observe est purement lié à la fuite des protéines urinaires et non pas intrinsèquement lié à la maladie causale, que ce soit une gène C3, une GEM, une amylose, etc. Donc, mais c'est vrai qu'idéalement, il faudrait aussi un groupe avec une glomérulopathie pure. Alors le problème effectivement, on a des patients qui ont un syndrome néphrotique avec du diabète, mais ils ont souvent, il y a un biais, c'est le DFG. Donc c'est vrai que la population la plus pure, c'était sans insuffisance rénale, la GEM. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Ça serait intéressant de pouvoir regrouper avec des patients à DFG équivalent, parce qu'il y a aussi des conséquences immunitaires, et des perturbations immunologiques liées à l'insuffisance rénale, avec un groupe voilà, pur de syndrome néphrotique avec une intensité de protéinurie et d'hypoalbuminémie similaire et un DFG similaire. Mais je suis d'accord, ça manque. Donc et c'est vrai que nous, la plupart des études qu'on fait avec Mondor, historiquement, le contrôle qu'on prenait comme syndrome néphrotique immunologiquement médié, mais d'autres origines, c'était la GEM. Mais effectivement, avec l'avancée des connaissances, on voit que finalement, la physiopathe, on va voir, semble quand même assez proche. Donc, c'est peut-être pas la même, la meilleure population, la meilleure glomérulopathie comparative. Donc là, maintenant, si on revient un petit peu justement à la physiopathologie, vous savez, donc comme je vous l'ai dit en introduction, ça a été un peu la quête du Graal pour de nombreux néphrologues, c'était de découvrir le fameux facteur circulant. Il y a quand même des données assez robustes dans la littérature qui suggéraient l'existence d'un tel facteur, notamment des études relativement anciennes comme la protéinurie induite chez le rat lorsqu'on injectait du surnageant de lymphocytes T de patients malades, la transmission mère à enfant transitoire du syndrome néphrotique avec effectivement dans la mesure où le bébé, le nouveau-né, ne produit pas de ce facteur circulant, une baisse progressive de la protéinurie après la naissance. Voilà, ça avait été décrit dans une presse médicale par Gilbert Lagrue et Philippe Lang ici à Mondor, et puis dans un New England par Kemper en 2001. On a surtout l'argument le plus fort pour l'existence de ce facteur, comme vous le savez, c'est aussi la récidive, parfois immédiate, du syndrome néphrotique. Et dans ce contexte, l'efficacité d'un certain nombre de thérapies permettant soit l'immunoabsorption, soit les échanges plasmatiques, permettant de soustraire un facteur potentiellement toxique pour les cellules glomérulaires. Donc tour à tour, il y a beaucoup de molécules qui ont été impliquées. Je dirais celle avec laquelle on croyait être la plus proche, c'était quand même la forme soluble du récepteur de l'urokinase SUPAR avec une belle publication en 2011 dans la Nature Médecine qui a été par la suite remis en cause. Et puis petit à petit, on a changé un petit peu de paradigme. On s'est posé la question et avec des nouvelles technologies, notamment avec la spectrométrie de masse qui permet effectivement de pouvoir avoir une certaine idée des protéines induites en phase de poussée versus phase de rémission. On a commencé à se poser des questions sur la possibilité que ça soit une maladie auto-immune. La première étude, c'est une étude de Robert Dobré qui n'a pas été reproduite à ma connaissance, où à partir de 85 enfants corticosensibles qui sont prélevés en poussée en rémission, les auteurs par spectrométrie de masse vont identifier la présence d'un auto-anticorps, l'anti-ubiquitine carboxyle terminal hydrolase chez les patients en poussée par rapport aux rémissions, par rapport à d'autres glomérulopathies. Là, ils prenaient des vascularites IgA et puis quelques adultes où il n'était pas présent. L'expression de cette protéine est retrouvée à la surface des podocytes les auteurs de ce travail vont synthétiser une protéine recombinante qu'ils vont injecter à la souris et ils voient qu'effectivement l'injection de cette protéine recombinante induit une protéinurie qui est associée lorsqu'on sacrifie les reins lorsqu'on observe les reins de ces souris sacrifiés à une fusion des pieds des podocytes, donc une lésion classiquement observée à l'étude ultrastructurale chez des patients si on était amené à leur faire une microscopie électronique. Par la suite, une deuxième étude où là, ça part aussi un petit peu dans tous les sens. Ils retrouvent beaucoup d'auto-anticorps. C'est une étude asiatique avec, pardon, un peu plus de patients, 341 patients avec des contrôles que sont des néphropathies IgA ou des sujets sains. Et là aussi, ils retrouvent dans 56% des cas, donc quand même 66% des enfants ont des anticorps, parfois multiples, et ils retrouvent une assez bonne l'anticorps le plus présent, c'est un anti-vinculine, et il y a une bonne corrélation entre un anticorps dirigé contre la sous-unité alpha du protéasome et l'intensité du syndrome néphrotique. Finalement, il faut attendre cette première publication en 2022 qui, pour être très honnête, moi, m'a laissé un petit peu perplexe. J'avais du mal à y croire. Elle est issue de la cohorte Neptune, qui est une cohorte de glomérulopathie aux États-Unis. Peu de patients quand même,
41 enfants, 21 adultes. Et les auteurs dans ce travail, par une technique qui combine une immunoprécipitation, un Western blot et un ELISA, vont mettre en évidence chez 29% des patients la présence d'anticorps antinéphrine. Donc ce qui est important de souligner dans ce travail, c'est qu'ils prennent des patients tout venant, certains sont sous traitement, en rémission, d'autres en poussée. Ce qui montre quand même c'est que ces anticorps, vous voyez en rouge, ils sont présents surtout durant les phases actives de la maladie et ils sont en bleu ici, nettement diminués, voire absents durant les phases de rémission. On voit aussi que ces anticorps ont tendance, lorsque le patient rentre en rémission sous un traitement efficace, à disparaître pour les quelques patients pour lesquels ils avaient 4 patients en poussée en rémission, le patient étant son propre contrôle, les patients étant appariés, vous voyez qu'il y a une diminution de ces anticorps. Alors c'est vrai que quand ce papier sort, en fait, ils nous vendent un petit peu la présence d'anticorps antinéphrine, qui est quand même, je vous le rappelle, excusez-moi pour les plus jeunes dans la salle, qui est quand même le constituant principal du diaphragme de fente. C'est vraiment cette molécule qui va former une sorte de fermeture éclair entre les pieds des podocytes. Et il nous explique en fait, les anapathes, depuis des années, voient pas très très bien les dépôts, mais qu'en fait, il y a quand même des fins dépôts granuleux au niveau des biopsies rénales des patients. Donc c'est vrai que moi, quand ils montrent ce papier et que je vois cette immunofluorescence, mais je me dis, mais c'est pas possible. En fait, depuis 50 ans, nos anapathes, ils passent à côté d'une GEM, mais en fait, le syndrome néphrotique à lésion glomérulaire minime, c'est une GEM. Et c'est vrai que j'étais assez, pour être honnête, et voilà, je l'avoue avec humilité, c'est vrai que j'étais un petit peu surpris, et vous allez comprendre après. Ma surprise a fait que derrière, j'ai voulu y voir un peu plus clair, et c'est pour ça que derrière, on a fait une étude dont je vais rapidement vous présenter les résultats par la suite. Donc ça, c'est un premier papier, JASN. On arrive ensuite dans une étude plus importante où c'est nos collègues allemands, Felicitas Engel avec l'équipe d'Hambourg, Tobias Hubert et Nicolas Thomas, avec des collaborations européennes, italiennes et françaises, notamment l'équipe de Robert Debré qui avait un PHRC avec un biobanking dans le cadre du PHRC Néphrovir, vont effectivement faire cette publication dans un New England où là, pour le coup, ils prennent effectivement une cohorte de patients, 182 patients qui ont un syndrome néphrotique idiopathique, 357 adultes avec différents types de glomérulopathie, des LGM, des HSF primitives, considérées comme primitives, des GEM, des néphropathies EGA, etc., etc. Et cetera. Et ce qu'on voit, c'est effectivement les patients qui ont un syndrome néphrotique idiopathique, donc soit à lésion glomérulaire minime, une minimal change disease, ou une HSF dite primitive, c'est-à-dire qui répond normalement au traitement par corticoïdes et ou immunosuppresseurs, on voit effectivement la présence de ces anticorps antinéphrine chez 52% de la population. Ce qui est intéressant, c'est que les auteurs montrent qu'il y a une corrélation là aussi entre la sévérité du syndrome néphrotique et la présence de ces anticorps. Et ce qui est sans doute plus intéressant, dans la mesure où cette population de patients, elle est quand même assez importante pour une maladie rare, et qu'elle est prise à différents moments de la maladie chez des patients traités ou non traités, ce qu'ils observent, c'est que chez des patients qui ont un syndrome néphrotique à lésion glomérulaire minime lorsqu'ils ne reçoivent aucun traitement, donc généralement des patients naïfs qui rentrent dans la maladie, on monte quasiment à 70% des patients qui sont positifs. Et lorsque vous prenez des syndromes néphrotiques idiopathiques, donc que ce soit les enfants, les adultes, LGM ou HSF, qui n'ont pas de traitement, et vous êtes à 90% de positifs. Donc clairement, il y a une corrélation entre ces anticorps antinéphrine et l'activité de la maladie, c'est-à-dire qu'on les trouve beaucoup plus fréquemment chez des patients qui sont en phase néphrotique et qui ne sont pas traités ou qui reçoivent des traitements à minima, c'est-à-dire qui sont plutôt en phase de baisse des traitements qu'on utilise dans le cadre d'une poussée de syndrome néphrotique. Les mêmes auteurs, par la suite, vont publier, toujours à partir d'une cohorte pédiatrique, un papier dans Kidney International, où là, ils vont un peu préciser les choses, justement par rapport à ce que je viens de vous dire. Et clairement, ce qu'on voit dans ce travail, c'est que les patients qui ont un syndrome néphrotique, donc là, on n'a que des cas pédiatriques, on a 101 patients qui ont un syndrome néphrotique corticosensible, 67 qui ont une forme corticodépendante, 103 qui ont des syndromes néphrotiques corticorésistants, mais pour lesquels une étude génétique a éliminé l'implication d'une mutation d'un gène codant pour une protéine podocytaire ou du diaphragme de fente, et 62 qui sont génétiques. Ce qu'on voit, c'est que c'est plus fréquent chez les corticosensibles, un petit peu moins chez les corticodépendants, encore moins
chez les corticorésistants qui ne sont pas liés à une mutation génétique. Et c'est exceptionnel chez les patients, puisqu'il y a un seul sur 62 patients chez lequel on retrouve des anticorps antinéphrines. Et puis, comme je vous l'ai dit précédemment, ça renforce effectivement l'hypothèse précédente du New England. On voit aussi que la prévalence des auto-anticorps augmente avec la présence d'une maladie active, puisque dans les syndromes néphrotiques corticosensibles, lorsqu'on est en phase protéinurique, on est 82% des patients qui ont ces anticorps. Donc voilà, ça c'est les principaux résultats. Donc ils sont présents, surtout lorsque la maladie est active, syndrome néphrotique, et lorsqu'il y a peu ou pas de traitement. Alors par la suite, bon, il y a plusieurs études, je ne vais pas toutes vous les citer, mais il n'y en a pas tant que ça, mais il y a quelques études qui ont effectivement confirmé ces résultats avec le problème majeur qui est les techniques employées pour identifier ces anticorps, puisque on aura sûrement l'occasion d'en discuter lors des questions-réponses, c'est qu'on n'a pas encore de test disponible en France. C'est pas parce qu'on veut pas faire le test, mais il y a une reproductibilité qui est assez difficile et on a l'impression qu'il marche pas très bien que ça soit l'IP Western blot et l'ISA, ça marche pas forcément très très bien en fonction de celui qui ou celle qui réalise le test. Quoi qu'il en soit, on obtient enfin en 2026, en 2024 un biomarqueur qui peut être très intéressant pour suivre l'évolutivité de la maladie. En tout cas, les premières études suggèrent, bien entendu, ça nécessite des confirmations, voir si c'est vraiment un biomarqueur qui va prédire, dont la réapparition, par exemple, après traitement, va prédire la rechute. Mais en tout cas, vous savez que dans le contexte de la transplantation rénale, un des problèmes majeurs, c'est difficile d'identifier les patients parce qu'on n'avait pas de biomarqueurs jusqu'à présent qui vont ou qui ne vont pas récidiver. Et il y a deux études qui ont été réalisées dans le domaine de la transplantation. Une première, une étude plutôt chez des sujets adultes, un âge médian de 35 ans. On a 38 patients qui vont bénéficier d'une greffe pour un syndrome néphrotique. Et parmi ces 38 patients, il y en a 21 qui vont développer une récidive. Ce qu'on voit, c'est que les anticorps antinéphrine, avant la greffe, étaient présents chez 38% des patients qui vont récidiver. Par contre, en l'absence d'anticorps, on n'a aucun patient qui présente une récidive. Et donc, on a une assez bonne spécificité, une valeur prédictive positive qui est de 100%. Donc, on a peut-être, effectivement, on tient un test puisque la présence de ces anticorps avant greffe est associée au risque de récidive d'un facteur 4,9. Donc, c'est vrai que ça serait intéressant d'imaginer, notamment dans un contexte de donneurs vivants, pour lequel on a toujours un petit peu des hésitations avant de réaliser une telle greffe à partir d'un donneur vivant chez un patient qui a un syndrome néphrotique suspecté immunologiquement médié du fait justement du risque très important de récidive qui peut aller de 50 à 80% lors d'une première greffe et presque qui peut atteindre 100% lors d'une seconde greffe lorsque le premier greffon a été perdu à cause d'une récidive. Le fait d'avoir un biomarqueur, on se dirait, tiens, s'il est positif, on va essayer de le faire baisser avec tel ou tel traitement pour faciliter la possibilité de faire une greffe en réduisant le risque de récidive. Deuxième étude, c'est une étude pédiatrique où là, on a 14 patients. Juste une question, Ouais. excuse-moi, juste une question. Tu trouves pas que c'est un petit peu contradictoire des diapos que tu viens de nous montrer? Tout à l'heure, tu viens de nous montrer que les JACSF n'ont jamais d'anticorps, que les syndromes néphrotiques idiopathiques les plus méchants ont très rarement d'anticorps antinéphrine. Et c'est finalement les gentils qui ont des anticorps antinéphrine. Et là, on passe à un papier où, au contraire, on voit que plus de 50% des syndromes néphrotiques qui ont abouti à la dialyse ou la greffe, c'est-à-dire en gros les plus méchants, là, 50% ont des antinéphrines. Il y a quelque chose qui est contradictoire un petit peu, non? Qui contradit tout ça. Je suis entièrement d'accord avec toi. D'ailleurs, ce qui fait qu'on a envoyé nos échantillons de récidive en Allemagne et sur tous les ceux qu'on a envoyés, je crois qu'on alors c'est pas moi qui ai fait, c'est Mario Lero, mais je crois que sur les 15 qu'il a envoyés, il y en a qu'un seul qui est positif avant la grève. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu ouais. Alors je pense que c'est vraiment voilà, c'est pas de la mauvaise foi des auteurs de ces publications. Je pense qu'il y a vraiment un gros problème sur la méthode de détection des antinéphrines. Voilà, il y a des tests maison qui sont en train d'être faits. Voilà, mais au niveau sensibilité, spécificité, ça tient pas la route. Moi, j'ai quand même l'impression que le test le plus robuste et relevant actuellement, je vais vous expliquer pourquoi, et tu es un petit peu au courant, puisque de loin, tu as suivi le travail, semble être du côté de l'Allemagne. En tout cas, en France, voilà, il y a des équipes qui essaient de le mettre en place, et pour l'instant, on n'arrive pas. Donc, ce qui fait que voilà, au RCP national que j'anime, pour l'instant, malheureusement, on doit faire sans. Il y a une collègue à vous qui travaille actuellement aux États-Unis. Je sais plus, je crois que c'est Marie-Cécile Lafargue, c'est ça? Oui, Ouais. ouais. Qui est à Necker ou la HEGP, qui fait justement qui fait son postdoc aux États-Unis, et qui travaille sur les anticorps antinéphrine. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec elle au webinaire de la SFNDT il y a quelques semaines.
Et elle disait que les équipes aux États-Unis et puis les gens qui sont vraiment impliqués dans les anticorps antinéphrine disaient qu'il fallait au moins attendre encore 1 ou 2 ans pour vraiment avoir un test reproductible. Donc c'est pas pour tout de suite, quoi. Mais je suis d'accord avec toi, c'est un biais majeur et c'est vrai que c'est un petit peu contradictoire de se dire sur les reins natifs, on n'en voit pas beaucoup quand c'est une HSF et puis d'un seul coup, en plus, on a l'impression que ceux qu'on ont, c'est des patients qui répondent plutôt bien au traitement, donc qui vont pas arriver à la transplantation rénale. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant. Entièrement Et, d'accord. Donc là, voilà. euh, Bon, en tout cas, vous voyez, et oui, par exemple, je fais toujours le parallèle avec la même chose, mais dans la GC3, à la phase aiguë, au diagnostic, parfois on passe à côté du nef. Et en fait, ouais. quand tu recherches à M3 où les patients sont peut-être un peu moins néphrotiques, là, tu vas le détecter. Est-ce que ça pourrait être un mécanisme un peu Ouais, similaire? c'est un peu différent parce que là, vraiment, sur les données qu'on a sur les reins natifs, on a l'impression que quand ils sont plus néphrotiques, il n'y a plus d'anticorps. Donc, tu vois, quand tu l'as bien, c'est vraiment à la phase de syndrome néphrotique, à la phase de syndrome néphrotique très, très actif. C'est là où on a vraiment l'impression qu'on a Non, mais plus la ce que chance je de veux dire, les avoir, hein. enfin, moi, ils sont tous néphrotiques, toi, tes Ouais. patients. Ouais. Bah, sauf là, c'est vrai qu'au moment de la grève, voilà, les patients, ils sont en insuffisance rénale terminale. Il y en a, ils sont plus néphrotiques, mais bon, ça n'empêche pas qu'ils doivent produire encore des auto-anticorps. Mais voilà, mais je suis entièrement d'accord avec vous, mais je pense que c'est un biais lié à la technique de dosage, hein. En tout cas, quand ils sont présents et quand ils sont, voilà, comme l'a mis en évidence aussi dans ce papier pédiatrique, on a quand même 14 patients qui sont greffés, 11 qui vont présenter une récidive, et on voit que les taux d'anticorps sont bien plus élevés au moment de la transplantation. Ça diminue lors de la rémission efficace. Et ce qu'on voit, c'est que les dépôts d'IgG colocalisés, ils font des biopsies très précoces. On a des biopsies préimplantatoires et puis des biopsies à 1 heure. On voit qu'effectivement, il y a des anticorps antinéphrine qui se déposent dès la première heure post-greffe, donc qui sont déjà probablement, qui sont déjà présents chez les patients et qui vont tout de suite être trappés sur le rein. On va revoir, les anticorps vont redécouvrir un épitope fonctionnel de la néphrine, la protéine, via le domaine extramembranaire, et on retrouve des dépôts assez précoces. En tout cas, Mais par contre, sur le plan mécanistique, moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'il faut quand même passer la barrière de filtration glomérulaire pour l'immunoglobulines pour qu'elle se fixe à sa ouais, cible. Donc, ouais. il faut quand même que tu aies une altération initiale qui fait que ton anticorps peut passer, quoi. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Non, moi, ce que je comprends pas, effectivement, pour moi, l'origine auto-immune, après, on peut émettre plein d'hypothèses. On peut dire qu'effectivement, alors, même par rapport, si on revient à ce que je disais au début, l'immunofluorescence, qui est quand même classiquement négative au moment d'une NGM. Donc, est-ce qu'effectivement, l'anticorps, au niveau temporalité, il vient se fixer, hop, il est éclairé, il est éliminé, mais il a le temps de désorganiser la barrière. On peut mettre plein d'hypothèses, mais c'est vrai que voilà, il y a encore plein de questionnements pour lesquels, malheureusement, je pourrais pas vous apporter toutes les réponses. Là, je suis très pragmatique et je recense un petit peu ce qui est publié à ce jour. Mais croyez-moi que moi aussi, voilà, j'émets quand même aussi des réserves voilà, vous allez voir, il y a des choses contradictoires. Après, il y a aussi des réalités, voilà, parce que moi-même, j'ai envoyé des échantillons à notre disposition que je vais vous montrer par la suite. Et il y a des réalités aussi qui me laissent à penser quand même que ces anticorps jouent un rôle, mais il y a plein de questionnements. Je suis entièrement d'accord avec vous, hein. Voilà, en tout cas, moi, sachez, voilà, j'adhère pas, et moi, le premier, vraiment, j'y croyais pas du tout, hein. J'étais le premier, et j'étais très critique avec la publication du JASN initialement. J'avais du mal à comprendre. Après New England, ok, je me suis dit, bon, bah là, ça commence, on a quand même une grosse cohorte de patients. Donc, et après, voilà, nous-mêmes, on a testé des échantillons. Et là, le fait d'être constaté bon, ça a l'air de quand même être un biomarqueur relevant, hein. On avance si vous voulez bien. Donc après, effectivement, on se pose la question du mécanisme d'action de ces anticorps antinéphrine. Moi, j'ai pas mal travaillé sur la voie de signalisation de la néphrine. Et je trouve ça intéressant de voir un petit peu comment ça peut fonctionner. Et donc, il y a quelques éléments de réponse, notamment toujours via l'équipe d'Hambourg, avec Nicolas Thomas et Félicitas, notamment ce papier qui est assez intéressant, un GCI, c'est un brief report, où ils vont prendre effectivement un patient, un cas d'école, qui a des anticorps antinéphrine, qui est traité par échange plasmatique. Ils vont prélever ces anticorps et ils vont essayer de voir un petit peu si ça cross réagit avec des extraits glomérulaires de différentes espèces qu'on a à notre disposition pour faire des expériences, je dirais, sur des modèles expérimentaux, sur des modèles animaux. Et ce qu'ils vont voir effectivement, c'est qu'il y a uniquement 2 espèces où ça semble y avoir une cross-réactivité, à savoir le lapin
et le porc. Et donc, ils vont immuniser le lapin avec les anticorps antinéphrine. Et là, ils observent effectivement un syndrome néphrotique, des lésions glomérulaires minimes, à nouveau une fusion des pieds des podocytes. Et pour ce qui est au niveau mécanistique, ils observent que lorsque vous avez effectivement chez le lapin une augmentation de la protéinurie, vous avez une augmentation de la phosphorylation de la néphrine. La phosphorylation de la néphrine, c'est vraiment une étape cruciale en termes de signalisation de cette molécule, puisqu'on sait que la néphrine, dans son domaine intracycloplasmique, a plusieurs résidus tyrosine qui peuvent être le site de phosphorylation, donc de phosphotyrosine, ce qui va permettre l'ancrage d'un certain nombre de molécules, et ça va être à l'origine d'une plateforme de signalisation via la podocine, via CD2AP, qui va permettre de maintenir une intégrité podocytaire adéquate et qui va prévenir l'apoptose, qui va mettre en place des mécanismes anti-apoptotiques, ce qui fait que ces cellules, généralement, ces podocytes restent à l'état quiescent. On voit aussi que dans cette étude sur les biopsies post-implantatoires, qu'il y a aussi une augmentation de la phosphorylation de la néphrine. Et puis dans un deuxième papier publié récemment dans Kidney International Report, ce qu'on voit, c'est que la néphrine, il y a une baisse de l'expression de la néphrine qui est associée à la baisse de l'expression d'un certain nombre de molécules, CD2AP, podocine, qui sont des molécules qui interagissent et qui jouent un rôle clé dans la signalisation podocytaire. Alors ça, effectivement, on a ces données, donc augmentation de la phosphorylation de la néphrine, c'est un peu le process et le concept qui est proposé. Les anticorps se fixent, ça augmente la phosphorylation de la néphrine et ça désorganise la barrière de filtration glomérulaire. Mais quand on regarde un petit peu les publications anciennes, et là encore au niveau mécanistique, moi j'ai du mal à suivre, c'est qu'il y avait un papier en 2018, une équipe japonaise qui avait montré assez clairement et de manière assez élégante sur des biopsies rénales de patients avec un syndrome néphrotique à lésion glomérulaire minime, des minimal change, que comparativement au rein humain normal, il y avait une hypophosphorylation de la néphrine, et donc que la sorkinase fine qui phosphoryle normalement la néphrine était moins fonctionnelle, hypophosphorylation, et ce qui expliquait assez bien le fait que les molécules dont je vous parlais ne pouvaient plus s'associer à la néphrine et désorganisaient. Donc là, on a deux théories un petit peu inverses qui s'opposent. La théorie avec les anticorps antinéphrine qu'augmenterait la phosphorylation de la néphrine, en tout cas c'est suggéré sur des biopsies rénales post-récidive et dans un modèle chez le lapin, mais on a des données un petit peu historiques, anciennes, qui disent un peu le contraire. Donc voilà, qu'en est-il exactement du mécanisme d'action? On ne sait pas trop. Quoi qu'il en soit, je pense que vous avez bien compris que moi j'étais très, hésitant par rapport à cette hypothèse et le fait de switcher comme ça en l'espace de deux publications d'un syndrome néphrotique à lésion glomérulaire minime à quasiment une glomérulonéphrite extramembraneuse. Et je me suis dit, bah écoute, le meilleur moyen, tu vas les challenger, t'as une étude en cours qui s'appelle l'étude RIFIRIN, où j'ai des patients qui ont une LGM adulte, confirmée par une biopsie rénale, qui sont complètement naïfs de tout traitement et pour lesquels j'ai des prélèvements à J0 et j'ai des prélèvements après 8 semaines de corticoïdes avant qu'ils soient randomisés pour recevoir soit du rituximab, soit une corticothérapie classique. Donc on a envoyé nos prélèvements complètement à l'aveugle de cette cohorte à Hambourg. Et on a eu ces résultats. Donc, nos collègues allemands ne savaient pas qui étaient les patients en poussée et qui étaient les patients en rémission. Et donc, on avait au total 27 patients pour lesquels on a eu l'étude ancillaire, et l'étude ancillaire était réalisée uniquement dans les centres parisiens. Donc, des patients naïfs de tout traitement, un syndrome néphrotique classique. Après 8 semaines de traitement sur nos 27 patients, il y en a 25 qui ont été randomisés parce qu'ils étaient en rémission complète et qu'il fallait être en rémission complète pour être randomisés soit Ritux, soit corticoïdes. Et il y en a deux qui n'étaient pas en rémission. Et donc, on avait des échantillons. Et ce qu'on a mis en évidence dans cette population où, encore une fois, les collègues allemands ne savaient pas qui était en poussée, qui était en rémission, tous les patients qui avaient des anticorps antinéphrine positifs, c'était uniquement les patients en phase de poussée dans 70% des cas. Et ce qu'on voyait, c'est qu'après 8 semaines de traitement, les patients avaient une disparition des anticorps en même temps que la disparition de la protéinurie. Voilà, là c'est vrai que je me dis quand je vois ça que probablement, effectivement, leur test déjà fonctionne et que c'est vraiment un biomarqueur qui est présent à la phase active de la maladie chez des patients naïfs de tout traitement. On en retrouve quand même, si vous avez une LGM adulte, dans 70% des cas.
Alors, quand on avait réalisé effectivement le PHRC, on avait une étude ancillaire à l'époque, je ne savais pas du tout qu'on allait découvrir les antinéphrines. L'idée, c'était surtout de regarder un petit peu la reconstitution immunitaire et les différentes sous-populations que je vous ai un petit peu présentées en introduction. Et dans ce travail, ben, on a profité effectivement d'avoir ces anticorps antinéphrines. Et ce qu'on a mis en évidence, c'est que les patients qui avaient des anticorps antinéphrines, ils avaient plus de plasmablastes. Alors, c'est pas significatif, mais parce qu'on a trop peu de patients, on a un P à 0,07. Et ce qu'on voit aussi, c'est que pour la population globale, après 8 semaines de corticoïdes, que vous ayez ou pas des anticorps antinéphrines, on voit que les corticoïdes sont associés à une diminution des B transitionnels, à une diminution des plasmablastes. Et quand vous regardez la sous-population des anticorps antinéphrines, des patients avec des anticorps antinéphrines positifs, on voit quand même que la rémission sous corticoïdes est associée à la disparition des anticorps antinéphrines avec une baisse importante du pourcentage de plasmablastes. Donc, on a envie d'établir éventuellement une théorie qui passe entre un effet corticoïde, on diminue la synthèse des plasmablastes, moins d'anticorps produits, peut-être disparition de la protéinurie. Mais encore une fois, une de vos questions, c'est vrai que on a des résultats quand même assez rapides. Et je serais même intéressé d'avoir des résultats, notamment chez les cas pédiatriques ou même chez l'adulte, où ils se mettent en rémission parfois au bout de 4-5 jours. J'aimerais bien voir si on observe ces mêmes résultats parce qu'on a un intervalle de 8 semaines. Mais c'est vrai que ça correspond pas trop non plus au degré à la rapidité d'élimination d'un anticorps antinéphrine, d'un éventuel anticorps, on a du mal à comprendre. En tout cas, là, voilà, pareil, à nouveau, je suis très, on va dire, voilà, c'est factuel. On a 70% des patients qui ont des anticorps antinéphrine. Après 8 semaines de traitement, les anticorps disparaissent et est associé à la disparition des anticorps une diminution significative des plasmablastes, qui était la population la plus élevée chez ces patients. Voilà. Après, est-ce que ça permet d'établir une histoire? Je pense pas tout à fait, mais voilà, c'est des pistes en tout cas pour avancer. Donc, en conclusion sur ces anticorps antinéphrines et avant d'aborder l'aspect thérapeutique, clairement, ça semble être un biomarqueur intéressant. Est-ce que, comme le suggère cette revue de nos collègues italiens, est-ce qu'à l'avenir, à l'image un petit peu des anti-PLA2R, lorsqu'on va découvrir ces anticorps, ne plus réaliser de biopsie? Retenez quand même que ces anticorps, ils sont présents. Le syndrome néphrotique est souvent plus sévère en termes d'hypoalbuminémie et d'intensité de la protéinurie. On a aussi l'impression que c'est une meilleure réponse au traitement lorsque les anticorps sont présents versus lorsqu'ils sont absents, et surtout qu'effectivement, chez les patients, ils sont d'autant plus présents que vous êtes en phase active et non traités. Alors, lorsque maintenant, avec les techniques de microscopie à haute résolution, vous pouvez effectivement aller chercher des dépôts de fin dépôt, il y a une étude qui a été publiée dans JSN qui montre que chez des patients qui sont négatifs pour les anticorps antinéphrine, mais qui ont en microscopie à haute résolution tout de même des dépôts d'IgG, on peut parfois trouver des auto-anticorps dirigés contre d'autres protéines podocytaires, à savoir la podocine et anti-Chirel 1. Alors tout ça nous amène maintenant à parler du traitement. Effectivement, le traitement de référence, ça reste la pierre angulaire du traitement du syndrome néphrotique, ça reste en 2026 la corticothérapie en première intention et les autres immunosuppresseurs. Et on voit de plus en plus l'avènement de nouvelles molécules dans le domaine de la néphrologie et possiblement dans celui du syndrome néphrotique avec cette nouvelle découverte. Donc je vais essentiellement vous parler des anticorps anti-CD20, du rituximab et des anticorps humanisés. Donc retenez juste pour les plus jeunes dans la salle, c'est que le CD20, effectivement, il est présent à différents stades de l'ontogénie et de la maturation des lymphocytes B, mais classiquement, il est absent des plasmocytes, des plasma cells. Donc, on cible pas quand vous administrez du rituximab, on cible pas ces cellules spécifiquement avec cet anticorps. Là, pour faire un petit peu d'historique, la première démonstration de l'efficacité du rituximab au cours du syndrome néphrotique, c'est pas comme toujours, mais comme je dirais plutôt comme parfois en médecine, c'est un peu lié au hasard, parce que c'est vrai quand il y a cette première publication en 2006, il y a 20 ans, on est encore vraiment très lymphocyté centré. Et en fait, c'est le cas d'un jeune enfant qui a un syndrome néphrotique, qui a été multitraité, plein de récidives, qui a eu vraiment plusieurs lignes thérapeutiques. Et le jeune enfant va développer un PTI qui va être réfractaire aux différentes thérapeutiques usuelles, que ce soit les corticoïdes, les IGIV. Ils vont lui faire du rituximab. Et ce qu'ils vont voir, c'est qu'à partir du moment où ils font du rituximab, ils voient les plaquettes augmenter et plus de rechute du syndrome néphrotique. Ensuite, on a une étude française un case report de l'équipe de Tenon qui confirme ce résultat, un case report après une récidive post-greffe, et puis la première étude quand même
qu'on doit là encore à nos collègues néphrologues pédiatres, notamment Vincent Guigonis qui maintenant est à Limoges, la première étude de cas, 22 cas pédiatriques qui montrent qu'effectivement le rituximab chez des patients qui ont un syndrome néphrotique corticodépendant ou rechuteurs fréquents, qui soient ou pas dépendants à la cyclosporine ou uniquement aux corticoïdes, on a quand même là une rémission dans un nombre important de cas. Par la suite, des études toujours pédiatriques, des études avec des cohortes plus importantes, et puis des études prospectives, notamment deux études. L'étude de Ravani qui est publiée, rituximab versus contrôle d'angio-ASN, et puis l'étude du Lancet, 24 patients enfants multitraités, rechuteurs fréquents, versus 24 placebos. Et ce qu'on voit, c'est que lorsque vous utilisez le rituximab, vous avez un délai sans rechute qui est beaucoup plus important que le placebo, et vous avez une utilisation de corticoïdes après l'administration du rituximab qui est beaucoup moins intense que chez les patients qui vont recevoir le placebo, dans la mesure où ces patients ne rechutent pas et on n'est pas obligé de réascensionner, de réaugmenter les doses de corticoïdes. Alors, chez l'adulte, à l'heure actuelle, il n'y a aucune étude prospective randomisée qui confirme ces faits, mais comme souvent dans le syndrome néphrotique, les données qu'on a, c'est souvent issu de la pédiatrie, et puis on a des données quand même rétrospectives qui sont pas intéressantes, mais il y a encore beaucoup de questions qui demeurent. Il y a un consortium auquel vous faites partie via Alexandre, et puis auquel aussi on fait partie à Mondor, avec Philippe Gockler et Andreas Kranbichler, qui s'est posé pas mal de questions, effectivement, dans cette revue sur l'efficacité, sur quelle dose, est-ce qu'il faut ou pas réadministrer, est-ce qu'il y a des effets secondaires, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'il en est chez l'adulte? Chez l'adulte, je ne vais pas vous citer toutes les études, mais il y en a bon, quelques-unes, vous voyez, qui sont résumées ici dans cette méta-analyse. Ce qu'on voit, c'est que ça part un peu dans tous les sens. Il y a historiquement beaucoup de protocoles. Donc, les premiers protocoles qui étaient proposés, c'était à l'image du papier du Lancet. C'est un protocole dit lymphome, 4 injections de 375 mg par mètre carré. Maintenant, ce qui est de plus en plus proposé, c'est 1 g J0, J15. Mais ce qu'on voit dans cette méta-analyse, avec à la fois, là on est chez l'adulte, donc des patients par définition qui ont une biopsie rénale, donc des patients avec des lésions glomérulaires minimes ou des patients avec des HSF, peu d'études des HSF. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une rémission qui est intéressante et qu'il y a une meilleure réponse si c'est une LGM versus HSF. Si on va un peu plus loin, on voit qu'il y a un peu plus de réponse si les patients dans les populations asiatiques versus caucasiens, et si on a un suivi de moins de 24 mois versus 24 mois. Donc ça, c'est ce que disent un petit peu les méta-analyses lorsqu'on groupe les différentes études publiées jusqu'à 2021. Là, je vous cite cette étude à laquelle on a participé, puis l'HEGP également, qui est le papier qui a été publié par Philippe Gockler l'année dernière, qui est une étude un petit peu en vie réelle, multicentrique, européenne, chez des patients adultes qui vont recevoir une première injection de rituximab après l'âge de 18 ans, avec un suivi, il fallait avoir un suivi minimal de 36 mois, une cohorte quand même relativement importante de patients, 183 patients, plus de LGM que d'HSF, plus que de corticodépendants ou rechuteurs fréquents, que de corticorésistants, mais quand même un peu de corticorésistants, et dans ce cas-là, comme attendu, plutôt des HSF que des LGM. 85% des patients avaient eu au moins 2 lignes de traitement avant le rituximab. Et ce qu'on voit, c'est que le protocole le plus utilisé par les équipes européennes, c'est 1 g J0, J15. Et ce qu'on voit quand même, c'est que ça permet une rémission prolongée, en tout cas à M6. 63% des patients étaient en rémission complète et 18% en rémission partielle. Et ce qu'on voit aussi, c'est que clairement, le fait d'avoir des lésions histologiques sous-jacentes de LGM, c'est quand même un facteur prédictif de réponse meilleur que les gyalinoses segmentaires et focales. Alors, un questionnement majeur et dont on discute assez fréquemment avec les néphrologues français en RCP national, c'est est-ce qu'il faut faire des réinjections systématiques chez les patients. Ce que montre ce travail, la solution de facilité, effectivement, de réinjecter les patients, même quand ils n'ont pas récidivé, même quand ils sont en rémission, même quand ils ont encore des CD19 relativement bas, on voit que c'est associé clairement à une diminution de risque de rechute. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes françaises, pas à Mondor, mais beaucoup d'équipes qui font 500 mg à M6, 500 mg à M12, à M18. Le problème, c'est quand est-ce qu'on s'arrête? Alors, peut-être qu'avec les fameux anticorps antinéphrine ou d'autres auto-anticorps, on va avoir un outil immunologique pour pouvoir monitorer convenablement. Mais là, on fait un peu au pifomètre. Et c'est vrai que voilà, en tout cas, ce qui est montré dans cette étude, c'est que le fait de les réinjecter, bah, comme attendu, je dirais, c'est sûr que vous allez éviter le risque de rechute. C'est aussi confirmé par cette étude française. C'est nos collègues de Nantais qui ont pris une population de 134 patients dans le Grand Ouest, dont 39 étaient à début pédiatrique et 95 qui a été publié tout récemment dans AJKD.
Et ce qu'on voit là aussi, on va passer vite, mais c'est des résultats un peu similaires. Ça marche mieux quand c'est des patients cortico-sensibles que cortico-résistants. Là, ils ne montrent pas dans ce travail que la LGM répond mieux que l'HSF. Bon. Mais par contre, ce qu'ils montrent aussi, c'est les patients qui vont avoir un traitement de maintenance, une réinjection systématique AM6 et AM12. Clairement, on diminue le risque de rechute. Donc la question, mais il faudrait une étude prospective, je pense, pour pouvoir répondre à la question, est-ce qu'il faut les réinjecter systématiquement ou pas forcément, parce que vous avez, et on a tous des patients qui parfois, après 2 injections de rituximab, se sont mis en rémission prolongée et n'ont jamais présenté de rechute. Le problème, c'est de pouvoir identifier ces patients qui pourraient éviter qu'on les réinjecte de manière systématique. Alors, un petit mot rapide sur les HSF. Effectivement, si vous voulez traiter un patient par rituximab qui a une HSF, clairement, s'il est corticodépendant ou rechuteur fréquent, en termes de pronostic et d'efficacité, on se rapproche des LGM, rechuteurs fréquents ou corticodépendants. Par contre, en cas de corticorésistance, c'est quand même beaucoup moins évident. On a 3 études à notre disposition, espagnoles, asiatiques et italiennes. Au total, on a 24 patients et sur les 24 patients, on a 6 patients qui répondent avec des HSF cortico-résistantes. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout traiter une HSF cortico-résistante, mais je pense que c'est vraiment à discuter soit en RCP, soit en staff multidisciplinaire, parce que on est quand même effectivement sur une population de patients qui est quand même à risque de réponse assez médiocre au rituximab. Alors, il y a des questions qui se posent avec effectivement l'utilisation maintenant préférentielle du rituximab chez les patients corticodépendants ou rechuteurs fréquents. La première question qui se pose, c'est le risque d'immunisation avec des anticorps anti-rituximab. Dans la mesure où cet anticorps est d'origine murine, il y a un risque d'immunisation. Ce risque d'immunisation, dans une cohorte pédiatrique de Robert Debré, il est retrouvé chez 29% des patients. Dans cette étude italienne, on a quasiment un quart des patients, 26%, qui va développer des anticorps anti-rituximab. Et dans cette étude, ils ne voient pas qu'il y a plus de rechutes lorsque vous développez ou vous ne développez pas des anticorps anti-ritux. Qu'en est-il chez un patient qui a une LGM ou une HSF que vous avez traité efficacement et qui développe des anticorps anti-ritux? Est-ce qu'il faut insister et repartir sur une nouvelle ligne de rituximab en cas de rechute ou est-ce qu'il faut switcher pour un anti-CD20 humanisé? Un petit élément de réponse avec ce travail qu'on a fait avec Maxime Tesser, Mondor Tesser et une équipe indienne et italienne où on a repris les GEM, donc là on n'est plus dans les LGM, on a pris des patients qui ont une glomérulonéphrite extramembraneuse et qui ont présenté une rechute et qui avaient des anticorps anti-ritux et on a comparé le protocole italien qui était de réinjecter avec du rituximab versus un protocole plutôt français où on passait à un humanisé, soit de l'obinutuzumab, soit de l'ofatumumab. Et ce qu'on voit que dans ce travail, effectivement, chez des patients avec une GEM qui ont des anticorps anti-ritux, c'est mieux de ne pas insister avec le rituximab, même si ça peut marcher quand même dans un certain nombre de cas. C'est plutôt idéal de switcher et de passer pour un anti-CD20 humanisé si on veut obtenir une rémission de la GEM. Chez les LGM, on a un petit élément de réponse avec ce papier de Claire Dossier qui a été publié sous la forme d'une lettre de recherche dans CGSN récemment. 41 enfants, rechuteurs fréquents, ils vont recevoir une dose d'obinutuzumab, soit pour une résistance primitive au ritux, soit pour une rechute post-ritux. Ce qu'on voit chez les patients qui avaient l'absence de déplétion post-ritux, il n'y en a que 4 sur 9 qui avaient été traités pour les anticorps et tous avaient des anticorps anti-ritux. Mais ce qu'on voit que c'est dans cette indication, l'obinutuzumab semble bien fonctionner chez ces patients effectivement qui sont soit résistants au ritux, soit qui rechutent après le ritux. C'est peut-être pas mal. Ceux d'autant plus peut-être qu'ils ont des anticorps anti-ritux de les switcher. Et il y a un PHRC qui est en cours actuellement en néphrologie pédiatrique pour effectivement confirmer cette attitude. Alors l'avenir, c'est peut-être ça, c'est l'utilisation en première ligne. C'est vrai que ça repose un peu d'ailleurs sur des données mondoriennes et Tenon, le fait de pas utiliser, d'abord chez un patient qui a un syndrome néphrotique corticodépendant, l'attitude thérapeutique classique, c'est d'abord de le mettre en rémission sous corticoïde et ensuite d'administrer le rituximab lorsqu'il est en rémission, lorsqu'il n'a plus de protéinurie, parce que l'hypothèse, c'est que lorsque vous avez une protéinurie, un syndrome néphrotique majeur, le rituximab est éliminé dans les urines. On a quand même quelques données au total une vingtaine de patients issus de 3 petites caisses séries d'utilisation du rituximab chez des patients néphrotiques avec une contre-indication formelle aux corticoïdes, avec quand même une efficacité, je dirais, dans presque 2 tiers des cas.
Donc, chez des patients qui, alors ça aussi, ça demande à être confirmé par des études à plus large échelle, mais on a l'impression quand même que même en phase néphrotique, le rituximab pourrait fonctionner. On espère avec l'équipe allemande d'Andreas Kronbichler, on a déposé une ANR en 2024 qu'on a obtenue France-Autriche pour justement préciser si l'administration en première ligne comparativement aux corticoïdes d'un anti-CD20. Là, dans cette étude, c'est l'obinutuzumab qu'on a choisi et pour lequel on a obtenu un financement. Et donc, cette étude, j'espère, va pouvoir permettre de répondre à la question, est-ce que finalement, on change complètement? On a un rôle du lymphocyte B qui est majeur. Bah écoutez, c'est plus la peine de mettre des corticoïdes, même si ça peut avoir un effet, on l'a vu sur le plasmablast, ça diminue les plasmablastes à la suite. Il faut peut-être directement cibler les lymphocytes B, l'ontogénie. Je vous ai dit, certes, que le CD20 n'était pas exprimé sur le plasmablast. On aura peut-être d'autres traitements à l'avenir, mais il faut peut-être partir direct sur un anti-CD20. Ce que je propose dans ce PHRC, dont on devrait bientôt, je remercie à l'HEGP qui a grandement participé à cette étude et on est en train d'en voir le bout puisque je crois qu'il doit me rester 3 ou 4 patients à randomiser d'ici novembre 2026. Donc on a cette étude en cours où là, moi j'étais parti du principe qu'effectivement il fallait pas traiter trop tôt, mais quand même assez précoce et c'est donc chez des patients avec une LGM adulte, confirmée par une biopsie, dès la première poussée, naïve de tout traitement, on les met en rémission et on compare, comme je vous l'ai dit, avec l'étude ancillaire dont on a publié les résultats sur les antinéphrines, une attitude classique, corticothérapie sur 24 semaines versus 2 injections de Ritux très précoces après 8 semaines de corticoïdes avec arrêt des corticoïdes en une semaine et on voit ce qui se passe. Voilà, j'ai des résultats qui laissent pour l'instant penser que le bras Ritux semble être un bras relativement intéressant, mais j'ai pas du tout les résultats définitifs, donc il ne faut pas s'emballer. Mais on a bon espoir qu'effectivement, si elle est positive, cette étude puisse complètement changer la prise en charge initiale du syndrome néphrotique. Donc en conclusion, pour les anti-CD20 de l'adulte, aucune étude prospective. Clairement, c'est les patients, l'indication préférentielle, c'est les corticodépendants ou les rechuteurs fréquents. C'est plus efficace que pour les LGM que pour les HSF. Pas démontré clairement chez les patients cortico-résistants, mais c'est vraiment à discuter au cas par cas. L'utilisation en traitement d'attaque, bah, pour l'instant, on ne la recommande pas. On attend cette étude, cette ANR, Obélix, néphrosis. Mais sachez quand même qu'il y a quelques cas qui suggèrent que ça peut, en cas de contre-indication formelle aux corticoïdes, être efficace. Il y a quand même un risque de rechute, ce qui questionne vraiment sur l'intérêt ou pas de perfuser systématiquement. On a 27% des patients qui rechutent avec 12 à 43 mois de suivi. Dans l'étude de Philippe Gauckler, on avait 45% qui rechutaient après 3 ans. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire des perfusions systématiques? Clairement, les études pour lesquelles il y a des perfusions, des injections systématiques à M6, M12 montrent que ça diminue le risque, comme attendu. Retenez que le CD19, c'est un biomarqueur très imparfait, très variable d'un patient à l'autre. On a des patients qui peuvent rechuter à 5 CD19, d'autres à 50, d'autres qui vont jamais rechuter. Probablement, les switch memory B-cell dont je vous ai parlé en introduction, ça pourrait prédire, mais ça a été démontré que chez l'enfant. Que faut-il faire après la mise en évidence d'anticorps anti-rituximab? Est-ce que c'est un facteur de risque de résistance, de rechute? Est-ce qu'il faut insister? En tout cas, dans les GEM, on a l'impression que de passer un anti-CD20 humanisé, ça permet l'obtention d'une rémission. L'avenir, c'est peut-être ça. C'est des associations assez précoces notamment avec directement des molécules qui ciblent le CD38, les plasmablastes, le daratumumab. Il y a peu de données pour l'instant dans la littérature. Il y a une étude sur les reins natifs, une étude après récidive et un case report après récidive chez l'adulte et un case report chez l'enfant. Rapidement, l'étude d'Angeletti sur les reins natifs, c'est 23 patients, 7 qui sont multirésistants, 7 qui sont multidépendants. Ce que vous voyez ici, c'est quand même l'association d'ARA-RITUX chez des patients. Là, on est à gauche, c'est les multirésistants. Ici, les 7 patients multirésistants, on a quand même des baisses de protéinurie très rapides et majeures chez des patients qui baignent dans la protéinurie et dans le syndrome néphrotique. On a quand même une efficacité qui est assez redoutable et très intéressante. Ce qu'on voit où on est un petit peu déçu sur les patients pour lesquels il y a eu des anticorps antinéphrine, on voit que l'association Ritux d'ARA, bah, vous voyez, en termes d'antinéphrine, là, alors il n'y a que 4 patients, certes, 5 patients, mais on a quand même 3 patients, les anticorps augmentent, malgré la rémission, on a 2 patients où il y a une baisse. Et ici, à droite, c'est les patients
multidépendant où il montre qu'effectivement, lorsque vous faites du Ritux et du DARA, par rapport à un groupe contrôle historique de maintien du traitement immunosuppresseur, trithérapie, CellCept, corticoïdes, anticacinorine, il y a quand même un délai sans rechute qui est bien meilleur, Ritux, DARA. Et là encore, on est un petit peu déçu. Vous voyez, bon, il y a une baisse, mais qui n'est pas non plus majeure des anticorps antinéphrine. Et puis cette dernière slide pour les patients récidives post-greffe. Donc ça, c'est vraiment des cas d'école, des cas très difficiles à traiter. Et c'est vrai que bah, vous avez peut-être, il y a une étude aussi en cours française avec des cas quand même. Moi, j'ai vu Julien Zuber qui m'a présenté une slide d'un de ses patients qu'ils ont traité par Dara Ritux. On a une baisse de un patient qui était vraiment protéinurique depuis plusieurs semaines. Et l'administration de DARA associée à du Ritux, en 48-72 heures, on voit la protéinurie s'effondrer. Et c'est vrai, là encore, sur un plan purement physiopathologique, moléculaire, mécanistique, on a du mal à comprendre comment on peut aussi rapidement avoir une telle efficacité. Bon, en tout cas, voilà, clairement, en conclusion, la révolution est en marche. Il y a encore beaucoup de choses et c'est passionnant. Si on m'avait dit il y a 20 ans, quand j'ai commencé à travailler sur le syndrome néphrotique, que 20 ans plus tard, alors qu'on était vraiment tous mes maîtres étaient sur le lymphocyte T. Voilà, j'ai assisté à des réunions avec Pierre Ronco, Patrick Niodet, où vraiment c'était le lymphocyte T, il fallait trouver ce qui se passait dans le lymphocyte T. Voilà, si 20 ans plus tard, on m'avait dit que on allait parler de bispécifiques, de CAR-T-cell dans le traitement du syndrome néphrotique idiopathique, j'aurais pas cru, mais bon. Voilà, en tout cas, on en est là et il y a encore plein de choses à découvrir, mais on avance quand même à grands pas là depuis quelques années. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Vincent. Bah, il y a eu un certain nombre de questions. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'il y a encore un certain nombre d'interrogations sur les anticorps. Comme je te disais, il y a aussi les interactions parties, donc ça sera loin de là une redite, Claire Dossier qui vient de parler. Et sur le côté thérapeutique, bon, on a envie d'avoir des résultats, on a envie de voir avec les anticorps antinéphrine. DARA, bah, ça va être une première étape, mais je crois qu'il est important quand même d'avoir déjà comment dire, des données fortes sur Etux, sur Obi. Comment dire, parfois j'ai l'impression qu'il y a une toute petite accélération, c'est-à-dire que parfois on peut mettre tout le monde sous DARA Obi. C'est même pas, il faut déjà mettre deux. Non, mais tu vois, c'est un peu mal. Ah, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je trouve qu'on va trop vite. Alors après, effectivement, certains néphrologues te diront que voilà, c'est comme ça qu'on découvre des choses. Voilà, faut tenter des choses. Voilà, bon, je trouve qu'effectivement, des fois, ça va un peu trop vite. Là, quand même, avec je pense il faut faire ça dans le cadre d'études vraiment, voilà, prospectives. Alors, le problème, c'est voilà, vous le savez très bien, vous aussi, vous êtes centre expert en maladies rares. Voilà, c'est difficile d'avoir les populations de patients. On aimerait aller très vite, mais voilà, moi, quand je vois mon PHRC 2018, là, on est en 2026, il y a eu la Covid, le recrutement difficile. Donc, c'est vrai qu'on aimerait que ça aille plus vite, mais je pense que c'est hyper important. Je ne peux qu'être d'accord avec toi de pas faire n'importe quoi, de pas. Alors après, c'est vrai qu'il y a le cas précis de la transplantation où vraiment on est perdu et c'est vrai que voilà, on a des résultats quand même qui semblent assez fabuleux, mais c'est vrai que voilà, ça va très vite. Après, voilà, c'est pas encore une fois, un patient greffé qui arrive au stade, vous savez comme moi, d'insuffisance rénale terminale, c'est souvent des patients qui ont eu 10, 15, 20 ans de thérapie immunosuppressive, qui ont le traitement immunosuppresseur lié à la transplantation rénale lui-même. Derrière, les échanges plasmatiques, l'intensification, des injections de rituximab, de DARA. Voilà, ça commence bon, qu'est-ce qu'on va faire de ces patients qui ont 25, 30, 40 ans? Qu'est-ce que devient leur système immunitaire, le risque infectieux? Donc oui, il y a encore beaucoup de choses. En tout cas, pour l'instant, à court et moyen terme, on n'a pas l'impression qu'il y a des warnings qui s'allument en termes de risque infectieux majeur sur un natif. Mais voilà, mais encore une fois, c'est des patients, on a 10 ans de recul. Voilà, qu'est-ce que ça va donner dans une dizaine d'années? Bon, pour l'instant, voilà, je dirais que on est un petit peu rassuré. Moi, voilà, j'étais un petit peu inquiet quand je voyais des cas pédiatriques qui recevaient du daratumumab, c'est-à-dire une molécule qui avait l'AMM uniquement chez des patients en myélome multiple réfractaires aux premières lignes thérapeutiques. Je me disais, waouh, dis donc, bon. Bon, voilà, le fait est, c'est que voilà, on montre quand même certaines choses et que voilà, il y a quand même une efficacité, mais tout ça est à préciser. Et ben, j'espère quand même qu'effectivement, avec l'obtention de biomarqueurs de qualité, ça va permettre quand même de monitorer plus facilement et de pouvoir traiter un peu à la carte ces patients et de manière voilà, pas trop à l'aveugle.
Non, mais si tu veux, moi, j'avais vu la présentation de Marc Pescovitch, et à son âme, puisqu'il est décédé, sur le premier cas, et on a tous été passionnés. Je suis impressionné que c'était 2005, enfin, en tout cas, le patient, et après la publication, je crois, 2006. Et 20 ans après, on n'a pas été capable de faire une cohorte à peu près propre pour vérifier bien ce qu'on fait sur les récidives. C'est dommage. Non, en tout cas, Et comme tu disais, maintenant on est dans les quartiers saines et spécifiques. Enfin, je veux dire, je pense que enfin, bon, voilà. non, mais on est en train de changer d'air, voilà, et tant mieux pour les patients, mais je pense que voilà, c'est très très important. Et c'est ce qu'on fait avec, dans le cadre du centre de référence, qu'on fait dans le cadre avec l'association de patients, c'est de pouvoir effectivement inciter les inclusions dans les protocoles qui permettent vraiment de préciser voilà, la meilleure utilisation de ces molécules. Donc en tout cas, voilà, il y a quand même des bons espoirs comme quoi on avance. Et c'est vrai que voilà, c'est pas rien non plus, hein, ces jeunes enfants, ces jeunes adultes qui se prennent 1 milligramme par kilo par jour de corticoïdes. Voilà, on a tous des patients. On voit le fardeau que c'est les cures répétées de corticoïdes à forte dose. Donc c'est vrai que on est tous très très friands quand même d'alternatives thérapeutiques aussi, voire plus efficaces avec moins d'effets secondaires. Et ce pourquoi effectivement voilà, on fait toutes ces études et j'espère que ça permettra d'arriver à des nouvelles thérapeutiques voilà, dans le syndrome néphrotique et puis dans d'autres pathologies rénales. Vincent, j'ai juste une question. Dans ta pratique quotidienne pour les Ouais, patients qui ne peuvent pas être inclus dans Refirin, ouais. est-ce que, est-ce que tu as commencé à utiliser le rituximab en tant que traitement initial au moment de la poussée ou très vite après la Pour le poussée pour épargner des corticoïdes comme on l'a fait avec l'MMF après MSN par exemple? Ouais, bah, moi, je suis plutôt MSN pour l'instant que voilà que alors voilà, bah, je suis assez cohérent avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire que moi j'aime bien que faire des choses, mais que ça repose. Donc là voilà, là on a une étude avec les Autrichiens qui va commencer, 22 patients dans chaque bras, donc c'est une étude de phase 2, donc on aura un élément de réponse. J'ai bon espoir effectivement de penser que le lobby puisse en première ligne être efficace. Donc c'est vraiment une étude où il y aura les biomarqueurs, il y aura les antinéphrines, on aura une étude immunologique très approfondie, parce qu'on va travailler en collaboration avec Nice. Voilà, mais pour l'instant, moi, je ne fais pas de rituximab, sauf s'il y avait vraiment une contre-indication formelle à tous les autres immunosuppresseurs, mais j'ai jamais fait de rituximab. Et puis, juste aussi un petit peu par rapport à, moi aussi, ma façon de faire par rapport à la réinjection systématique d'anti-CD20 ou corticodépendants ou rechuteurs fréquents, moi, je ne fais pas du tout de réinjection systématique. À l'heure actuelle, alors c'est pareil, mais il faudrait que je reprenne les données ou un jeune collègue reprenne les données. Moi, ce que j'ai remarqué chez mes patients, c'est que déjà, il y a des patients qui vont jamais récidiver. Et en tout cas, quand on fait une première administration de rituximab, ce que je fais, j'ai l'impression que les patients rechutent toujours à peu près au même niveau de reconstitution immunitaire. Ce que j'ai observé chez quelques patients, 4 5 patients, c'est que je leur faisais le rituximab, j'arrêtais, je faisais plus rien. Ils refont leur population et leur reconstitution immunitaire. Et, je dis n'importe quoi, à 50 CD19, ils rechutent. Ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, ils rechutent au même niveau de CD19. Et ce que je fais donc maintenant, dorénavant, c'est que effectivement, je repère au moment de la rechute le taux de CD19 et je garde ce chiffre bien en tête. Et donc, je remets le patient en rémission, je lui fais le rituximab. Et quand le patient, si j'ai remarqué qu'il allait rechuter à 50 CD19, quand il arrive à 40, 45, hop, je lui refais 500 mg. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, après plusieurs injections de rituximab, le fait d'arriver à 50 CD19, la première fois, il peut atteindre ce taux au bout de 8 mois. Mais parfois, j'ai des patients au bout de 24 mois, ils sont encore à 40, à 35 CD19. Donc voilà, c'est des patients, je m'évite de leur avoir administré 4 injections supplémentaires sur 2 ans. J'attends qu'ils arrivent à peu près au seuil où j'ai repéré, où ils rechutaient, et là, je refais 500 mg. Moi, voilà. J'aimerais bien pouvoir reprendre ces données et les publier parce que c'est peut-être effectivement, encore une fois, même si c'est imparfait le taux de CD19, j'ai l'intime conviction, en tout cas l'impression, parmi les patients que je suis, qu'ils rechutent à peu près toujours au même niveau de CD19. Sauf que ta stratégie implique premièrement d'attendre une première rechute pour Ouais, savoir, ouais. voilà, et deuxièmement de monitorer les CD19. Je sais pas comment tous les combien tu demandes. Tous les 3 mois, je fais un dosage de CD19 tous les 3 mois. Et en cas de rechute, effectivement, je leur dis, attendez avant de prendre des corticoïdes, il me faut un chiffre de CD19. Si tu veux une cohorte témoin, nous, on réinjecte tout le monde, en fait, en tout cas. Ouais. Vous réinjectez systématiquement? M6, M6, M12 minimum. Voilà, et après, on fait un Et après, et on dit, oh, bah, après, on va en faire un petit. En général, après, on restate les dossiers. Hein, et, bon.
temps. Et puis on dit, oh, Non, mais après, vous avez sûrement raison, parce que vous avez raison. En tout cas, voilà, c'est sûr que le fait de réinjecter systématiquement, comme a montré l'équipe de Nantes et puis l'équipe du groupe Riterm avec Gockler et Andreas Kranbeuchler, voilà, on s'évite des rechutes. C'est une évidence. Mais encore une fois, moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que on va surtraiter des patients qui n'ont pas besoin d'être traités, quoi. Parce qu'on a tous aussi des patients, après 2 injections de Ritux, on a des patients qui ne rechutent jamais. Tu vois, la rechute, on est à 50% à 3 ans. Donc, il y a des patients. Bon, après, voilà, encore une fois, dans la mesure où ça semble être une molécule qui est assez bien tolérée, voilà, on n'a pas non plus. On aurait sûrement un discours complètement différent si les patients faisaient des infections itératives derrière le Ritux, voilà, des complications, ce qui ne semble pas être le cas. Donc, voilà, pour l'instant, force est de constater que cette stratégie peut être intéressante, va pas exposer les patients à des effets secondaires majeurs. Voilà, mais c'est vrai que moi, je m'interroge toujours un petit peu, qu'est-ce que ça va donner à plus long terme, voilà, mais bon. C'est que pour les rechuteurs fréquents ou les Ouais, bien corticodépendants, sûr, hein. ouais, bien sûr. C'est pas non Après, plus. Sophie, Il je n'y en a trouve pas beaucoup, hein, mais de plus en plus, les néphrologues ont tendance à rapidement dégainer le Ritux, hein. Tu vois, ah c'est, oui. Non, mais c'est quand même tout à fait dommage par rapport à la médecine interne, par rapport à des trucs. On a, c'était Rifirin, c'est 2018. 2018, mais je me prends 2 ans, donc Il y a l'installation du 2 ans. protocole, 2 ans de Covid, stop le rituximab. Donc finalement, je suis déjà hyper heureux que 8 ans plus tard, déjà, j'arrive presque à. Voilà, je pense qu'on pourra sortir, j'espère, le papier fin 2027. J'aurai les 1 an de 18 mois, ouais, ce sera fin 2027, fin 2028 qu'on aura. Mais bon, voilà, il y aura déjà des présentations, des résultats qui seront. Ah, mais ça, c'est pas une critique, c'est que justement, une des trucs par rapport même à la médecine interne, c'est que, soyons clairs, on a du mal par rapport, peut-être notre spécialité en cas, enfin, truc thérapeutique, on a du mal à inclure pour On des est. patients purement néphrologiques, on n'est pas bon, ça fait 20 fois qu'on le dit et on continue à le dire. Donc ça, Sinon, la logique, c'est qu'il faudra avoir les résultats de l'EFIR1 pour après se poser la question de savoir chez qui on réinjecte ou on réinjecte pas. C'est la logique, mais c'est comme ça. mais peut-être aussi, Eric, quand on aura les résultats des Rifirin, on sera déjà passé tous au Dara. Voilà, donc voilà, c'est ce qui est un peu dommage. On est toujours enregistré là ou vous avez arrêté l'enregistrement? Si tu veux, j'arrête parce que comme on dit plein de mal. Bon, Allez, après, j'arrête. non, juste pour te dire que Oui. Non, mais si par exemple c'est des résultats que tu veux pas faire, j'arrête non, l'enregistrement. non, 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 pas du tout, pas du tout. Non, c'est juste. Non, ce que je voulais dire juste quand même, c'est que c'est un sujet important, effectivement, l'inclusion dans les protocoles. Et moi, en tant que président de la commission de néphrologie clinique, j'ai alerté les présidents de la SFNDT. Et donc, on a une réunion. Et il y a Idriss qui va être pas mal impliqué là-dedans, qui a des bonnes idées. On va essayer, effectivement, l'idée, c'est de faire une plateforme de tous les essais disponibles dans le domaine de la néphrologie pour pouvoir faciliter les inclusions. Voilà, donc ça, on en avait parlé déjà au niveau parisien. Voilà, Oui. et même au niveau national, parce que notamment les études à promotion industrielle où il y a souvent peu de centres qui sont ouverts. Voilà, typiquement, c'est vrai que s'il y a un centre qui est ouvert sur l'Île-de-France, sur la GNC3, il est impératif, à mon sens, et que ça soit Sophie qui soit investigateur principal, que les GNC3 parisiennes, en dehors de la HEGP, puissent être incluses dans un tel protocole. Donc c'est vraiment, ça doit être plus fluide. Et on doit pouvoir, voilà, on a nos patients, certes, mais voilà, il n'est pas question les patients sont la propriété de personne. Et encore une fois, le plus important, c'est de pouvoir proposer à ces patients, sous réserve bien sûr qu'ils acceptent le protocole, des traitements novateurs qui pourraient faciliter la prise en charge. Donc je pense qu'effectivement, il y a un travail à faire sur ce sujet. Voilà, mais qui est en train d'être mené. On a eu déjà 2 réunions avec Christophe Marial, nouveau président de la SFNDT. Je crois que c'est un sujet qui lui tient particulièrement à cœur dans le cadre de son mandat sur les 2 années, sur ces 2 années de présidence. Ok, bah écoute, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose que on te remercie encore une fois. Et puis, Merci, merci à vous pour l'invitation. Encore désolé, en plus un peu déçu parce que je vois que le soleil s'est levé, mais non, mais finalement, oui, il y a un gros orage à nouveau, en tout cas du côté de Mondor. Donc bon, non, pas trop de regrets. Voilà, de pas m'être déplacé, mais en tout cas, ravi d'avoir pu animer et participer et discuter avec vous sur toute cette actualité passionnante. merci, on a Merci. besoin de toi, fais attention au shooter. Allez, ciao, ciao. Ciao, merci, à bientôt.